Merci de nous être fidèles pour cette deuxième partie de Politicia. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Monsieur David Mayassi, premier secrétaire du MPLA France. Monsieur Emmanuel Mayassi, représentant de la CASACE France. Et monsieur Bokolo Simao, président de la Confédération des associations angolaises de France. Depuis le 20 septembre 1979, 4 ans après son indépendance, l'Angola n'a connu qu'un seul homme à sa tête, le président Eduardo dos Santos. Quel bilan peut-on dresser de ces décennies de pouvoir? Mariama Dramé nous apporte quelques éléments de réponse. On en débat juste après. Lorsqu'il arrive au pouvoir en septembre 1979, José Eduardo dos Santos est confronté à un défi majeur. Résoudre le conflit armé qui oppose le MPLA, son mouvement, à son rival, l'UNITA. Il faudra attendre mai 1991 pour assister à la signature d'un accord de paix et à l'organisation en 1992 des premières élections libres et multipartites. Un des grands défis pour l'Angola et particulièrement pour mon président, le président dos Santos, c'est de faire en sorte que l'Angola consolide sa démocratie à travers des processus électoraux ou électoraux qui puissent être répétés et continus. Et donc, nous sommes tous animés pour aller vers les nouvelles élections, pour consolider la paix, la réconciliation nationale, mais surtout pour continuer à lancer la croissance économique. En août 2002, après 27 ans de conflit armé, l'Angola entre dans une ère nouvelle, l'ère de la paix. Nous devons travailler intensément et avec créativité pour atteindre nos objectifs, car ils représentent les aspirations les plus profondes du peuple de l'Angola. Nous devons travailler pour continuer à gagner la confiance de notre peuple. L'attitude que les dirigeants, les cadres et militants du MPLA doivent avoir, c'est d'être au service du peuple. Avec la paix, les élections deviennent régulières, une nouvelle constitution est adoptée, l'opposition a voix au chapitre. Pourtant, le MPLA, le parti au pouvoir dirigé par José Eduardo dos Santos, remporte les élections les unes après les autres. Régulièrement, le régime est pointé du doigt par son autoritarisme. La société civile et l'opposition dénoncent des lois et décrets qui limitent la liberté d'expression et appellent à une alternance politique. C'est ça le point de vue de la majorité des Angolais, des partis politiques dans l'opposition et surtout du peuple, de la société civile. Tout le monde parle aujourd'hui de changement. Cinquième puissance économique du continent en 2016, l'Angola n'est pas épargnée par la chute des cours du pétrole. Avec l'effondrement des cours de matières premières, le pays est désormais loin des taux de croissance à 2 chiffres et qui dépassaient les 20%. 7 Angolais sur 10 vivraient sous le seuil de pauvreté et le revenu par habitant serait l'un des plus faibles au monde. Monsieur Bokolo, après 37 années de pouvoir, quel bilan le président dos Santos laisse derrière lui? On va procéder point par point, déjà sur le plan politique. Sur le plan politique, je pense qu'aujourd'hui, si nous parlons de la démocratie, il fait partie des architectes. Je dirais démocratie, c'est la démocratie. Pour vous, aujourd'hui, l'Angola est une démocratie? Oui, parce que nous avons une assemblée. La démocratie, c'est un processus. La démocratie française et allemande, elle n'est pas la même. Ce n'est pas l'angolaise qui sera comme la française. Donc nous sommes en train de construire ça ensemble. Et là, il y a le parti d'opposition. Je pense qu'il y a l'Assemblée qui vit. Voilà. Ah bah justement, hein, en 2013, le président dos Santos a déclaré « Nous sommes un pays démocratique ». Parce que nous avons plusieurs partis. Est-ce que le multipartisme, M. Mayassi, suffit aujourd'hui pour parler de démocratie? Pas du tout. Pas du tout, parce que la démocratie, c'est un ensemble d'éléments. La démocratie a ses attributs. Quels sont les éléments qui manquent aujourd'hui à l'Angola? En Angola, la démocratie, c'est une démocratie décrétée. C'est une démocratie décrétée. C'est-à-dire que dans les faits, dans le papier, c'est écrit « Angola, c'est un pays démocratique ». Mais au quotidien, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire, concrètement? Concrètement, on n'a pas de liberté comme il faut. C'est-à-dire, par exemple, la Constitution dit que le droit à la manifestation, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Il suffit d'informer les autorités pour qu'ils assurent la sécurité des manifestants. Or, en Angola, il n'y a aucune manifestation qui sort normalement. En tout cas, il y en a très très peu qui ont été organisées.
par l'opposition ou la société civile. Si on voit une manifestation en Angola, c'est une manifestation de soutien au parti au pouvoir. Que répondez-vous, M. Mayassi? Il vient de dire quelque chose de très intéressant. Il dit ça sort très peu, mais il faut demander l'autorisation. Et en même temps, je n'ai pas dit qu'il faut demander l'autorisation. J'ai dit que la Constitution dit qu'on ne doit pas demander l'autorisation. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Il faut informer pour qu'ils assurent la sécurité. Informer. Oui, c'est ce qu'il y a écrit. Quand même, il y en a eu un peu. Ou il y en a un peu. Il y a eu très, très peu de manifestations. Bon, je pense qu'on vit dans un pays démocratique en France. Je vous signale tout simplement, avant chaque manifestation, il faut aller à la préfecture. C'est la loi, premièrement. Deuxièmement, l'Angola, c'est la même chose. Avant chaque manifestation, il faut demander l'autorisation. Sinon, c'est l'anarchie. Comme disait De Gaulle, c'est la chienlit. On ne peut pas tout autoriser. C'est ce que les gens font. Donc, chaque manifestation, il y a toujours une demande d'autorisation et la réponse est toujours non. Ah non, c'est pas vrai. La réponse, c'est toujours non. L'opposition a toujours manifesté. Ouais. La preuve aujourd'hui, Casacé, vous allez partout. Vous faites des meetings partout. Est-ce qu'on vous interdit ça? On n'est pas en train de parler d'activité politique. Activité politique, c'est une chose. On est en train de parler de manifestation pour contester quelque chose. À chaque fois, c'est la police qui arrive sur le terrain avant que le manifestant n'arrive. Ah, non. Ça, nous tous le savons. Non. Les jeunes, là, les 15 plus 2 qui ont été arrêtés et emprisonnés, souvent, quand ils essaient d'organiser des manifestations, on les arrête. Ces derniers temps, la méthode que la police utilise, on les arrête à Luanda, là où ils organisent la plupart des manifestations. Ils essayent d'organiser la plupart des manifestations à Luanda. Et ensuite, on les amène dans une province proche de Luanda. On les abandonne là-bas. Justement, à ce propos, voilà. M. Bokolo, quel regard portez-vous sur l'évolution des droits de l'homme en Angola? Droits de l'homme. Droits de l'homme, après, il faut déjà avoir le contenu et puis quand est-ce que ces droits peuvent être appliqués. Je pense que le droit de l'homme est représenté. Cela dépend de l'interprétation de chacun d'entre nous. Moi, ce que je pense, c'est mon avis, les Angolais doivent tenir compte d'abord de la sensibilité des Angolais. Nous ne pouvons pas importer tout ce que nous voyons de l'extérieur. Parce que même la démocratie, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Vous essayez de dire que la manifestation n'est pas une réalité angolaise? Non, la manifestation doit avoir quand même l'autorisation et l'aval du gouvernement en place. Parce qu'on ne peut pas accepter toute forme de subversion. On sait comment commencer la manifestation. Mais la fin de la manifestation, on les tolère. Peut-être même la personne qui soutenait cette manifestation ne l'acceptera pas. Et même ici en France, vous voyez, quand il y a débordement. Parce que si nous cherchons à développer le pays, il y a certaines choses, nous devrons avoir conscience de s'abstenir. Nous avons plusieurs formes de langage pour exprimer notre désaccord. Voilà. Alors, vous avez parlé de développement, ça tombe bien parce que je voudrais qu'on fasse un bilan des acquis du président Dos Santos sur le plan économique. Monsieur Mayassi. Je commencerai à parler du bilan du gouvernement angolais en citant un des analystes angolais. Il a dit ceci, il a dit « l'Angola est une Ferrari, mais que le gouvernement angolais est en train de diriger comme une Toyota Starlet ». Donc ça dit tout, ça explique tout. Et ensuite, je reviens à ce que le président lui-même avait dit, que j'avais déjà cité précédemment, qu'ils auraient pu faire plus, mais ils ont fait moins parce qu'il leur manquait la discipline, ainsi que la rigueur. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que le bilan du président Dos Santos est mitigé. Et globalement, je peux dire que c'est négatif, en constatant ce qui se passe sur le terrain. Certes, on reconnaît, nous tous, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu plusieurs années prospères avec des taux de croissance à 2 chiffres. Voilà, parce qu'on a connu une croissance. La période qui va de 2002 à 2016, ou 2014, on peut dire, on a connu une croissance économique à 2 chiffres. C'est une période où il fallait en profiter pour améliorer les conditions de vie des Angolais. Or, c'est la période où les membres du parti au pouvoir, un petit groupe des gens qui sont au pouvoir, se sont enrichis. Que répondez-vous à cela, M. Mayassi? On a des milliardaires, des millionnaires, et la population s'est appauvrie de plus en plus. C'est ça la croissance enregistrée. Encore une fois de plus, il faut qu'on arrête des postures. C'est très simple. Vous dites, très bien d'ailleurs, vous l'expliquez,
l'Angola, croissance à 2 chiffres. N'oublions pas que nous sortons de 15 ans où nous avons pu avancer économiquement. N'oublions pas non plus d'où nous venons. 2e pays le plus miné au monde. 2e, après le Cambodge. Ça sous-entend quoi? Il faut d'abord déminer avant de commencer à reconstruire. Vous l'avez dit très bien, vous êtes allé à Ouige, en voiture, je suppose. À l'époque, vous aurez pu le faire, sans mine, sans quoi que ce soit, c'était impossible. Donc, première des choses, il fallait déminer. Ça coûte de l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Premier élément. 2e élément, il faut faire les infrastructures. Partout en Angola, j'ai dit partout. À l'heure actuelle, vous allez, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Tout n'est pas parfait. Il y en a beaucoup d'acquis. Mais il y a encore des enfants qui sont en dehors du système scolaire. Attendez, la France où nous vivons, il y a des illettrés. Et ça fait combien d'années qu'ils sont indépendants? Ça fait combien d'années qu'ils je vivent? ne parle pas de savoir lire, je parle d'aller à l'école, d'avoir accès déjà. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut comparer dans des pays développés. Il faut qu'on aille plus haut. Je vous cite un exemple clair et précis. En tout cas, en ce qui concerne l'Angola, malgré cette croissance à 2 chiffres, l'Angola est classé 149e à l'indice de développement humain de l'ONU, ce qui nous amène à nous poser la question suivante. À qui profite finalement cette croissance, M. Bokolo? Bon, je ne suis pas en désaccord avec vos chiffres là de l'ONU ou autre chose. Je vous le dis radicalement. Parce qu'en économie, quand on dit 93% de la richesse, c'est détenu par tel ou tel pays, il y a certains pays qui ne comptent pas. Il ne nous reste que 7%. Alors, la classification, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font leurs calculs. Il y a des services que vous faites ici, du genre, vous garde d'enfants, c'est rémunéré. Chez nous, on laisse ça peut-être à la famille. Ce n'est pas compté par rapport à la pauvreté. Ah, pour vous, les chiffres sont erronés? Comme vous voulez. Cela dépend de l'interprétation de la personne. Moi, je parlerai de l'économie, parce qu'on a parlé il n'y avait pas de devise, il n'y avait pas tant et tant. Pour autant, ce système-là a permis d'augmenter le pouvoir d'achat des Angolais. L'Angola, qu'on disait, c'est le pays les plus chers du monde. Alors, n'oubliez pas non plus, l'Angola, c'est un pays communiste. Il sort d'un pays communiste. Quand ils font les ouvertures des capitaux, on a quand même fait des lois. Quand un investisseur vient en Angola, doit s'associer avec un Angolais. C'est une ouverture pour que les gens aient la possibilité d'entreprendre. Il faut tenir compte de tout ça. Et puis on ne va pas faire un monde plat où tout le monde gagne la même chose. On ne peut pas être jaloux de ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Voilà. Monsieur Mayassi, est-ce que vous pensez concrètement que le quotidien des Angolais s'est amélioré sous le président Dos Santos? Mais pas du tout. Il suffit d'aller en Angola. Moi, j'aime mon pays autant que mes compatriotes qui sont là. Je ne peux pas venir ici, sur le plateau d'Africa Africa 24, et commencer à vilipender, à salir mon pays. Je suis en train de vous parler de la réalité de ce qui se passe sur les terrains. J'y étais il n'y a pas longtemps. J'ai l'habitude d'y aller. Le quotidien des Angolais ces derniers temps, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Alors, c'est la faute à qui? Oui. Ben, c'est la faute à la personne qui gère le pays. Ah bon. Donc la crise économique internationale, ça ne vous gêne pas? Alors, en fait. Donc la personne qui fait mal, c'est toujours le président de la République. Nous habitons en France, n'est-ce pas? Et dans beaucoup d'autres pays, ici où il y a la crise économique aussi. Mais les choses ne se passent pas de la même façon. Vous ne voyez pas la crise en France? Ils sont pas à terre? On voit la crise, mais... La question, c'est peut-être, est-ce que la situation date d'hier? Est-ce que la situation date de la crise? Ou est-ce que c'était le cas avant? C'est ça la question qu'on se pose. Bien évidemment que la crise ne nous a pas aidés. C'est clair. La situation on a eu un frein. La situation ne date pas d'hier. La situation, ça fait un moment. Mais la crise est venue tout simplement révéler tout ce qui était caché. Alors, j'ai un chiffre qui est assez alarmant. Le budget 2015 prévoyait 13,6 millions de dollars pour l'achat de mobilier destiné au palais présidentiel et 2,2 millions pour la construction de 24 000 logements dans un quartier populaire de la périphérie de Luanda. En gros, le nouvel intérieur du président Dos Santos coûtait 5 fois plus cher que 24 000 logements. Que vous inspire une telle situation, M. Bokolo? Bon, là je
Vous avez les chiffres avec vos sources que vous avez en trouvé. Moi, comme Angolais, c'est des choses que... Enfin, on ne peut pas traiter tout le monde pareil. Je ne suis pas en train de faire un monde plat. Aujourd'hui, moi, je réfère seulement de l'Angolais français, l'Angolais de France des années 90, en me référant de l'Angolais de France d'aujourd'hui. Cette considération en dit long. Aller aux chiffres parce que l'autre a... nous sommes des mortels. Celui qui préfère avoir ces lits qui coûtent des millions, c'est son problème. Mais je vois qu'est-ce qu'il a mis en place. Il y en a d'autres qui ont quitté le pouvoir. Pour vous, ce n'est pas important? Pour moi, ce n'est pas important. Alors, Monsieur Mayassi, Voilà. la gestion des finances publiques est souvent mise en cause par l'opposition et la société civile. Que répondez-vous? Ça, c'est le rôle de l'opposition. C'est toujours de critiquer, de nous titiller. Mais quelles sont leurs propositions qu'ils mettent en table? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'ils préconisent pour le pays? Il n'y en a pas. Monsieur Mayassi. Quel est leur plan pour sortir le pays? Il n'y en a pas. Ça, je suis désolé, mais ça me fait rire. Parce que au Parlement, à chaque fois que l'opposition fait des propositions, c'est toujours rejeté. C'est tout le temps rejeté. On n'accepte pas... Il n'y a que le point de vue de ceux qui sont au pouvoir qui compte. Alors, dire que l'opposition n'a pas d'idée, ça c'est... Bon, c'est une chanson qu'on entend depuis un certain temps. Mais... si nous présentons aux élections, ce qu'on présente, c'est quoi? C'est des idées. Si tous ces Angolais qui sont en train de nous rejoindre, d'adhérer au projet de Casace notamment, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un projet qui les attire, qu'ils trouvent concret, qu'ils trouvent excellent pour le pays. Donnez-nous l'opportunité de vous démontrer que nous avons des idées et vous verrez ce que nous pouvons faire. Attendez, qui doit vous donner l'opportunité? C'est à vous d'aller chercher des votes. Ben justement, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. On verra. Il y a la fin du mois d'août. Il y a le manque de transparence dans l'organisation des élections. Par exemple, comme d'habitude. Par exemple, ça, c'est la chanson la personne qui est en train d'organiser le processus électoral, notamment le recensement électoral, c'est la personne qui a été désignée comme le numéro 2 pour être, du parti au pouvoir pour être le vice-président au cas où le parti au pouvoir gagnerait les élections. Vous trouvez ça normal que la personne soit arbitre et joueur en même temps? C'est pas normal. Est-ce que l'opposition est présente pendant la liste électorale, oui ou non? L'article 107 de la... Répondez juste à cette question. L'opposition est présente, oui ou non? Où ça? Pendant qu'on fait la liste, la campagne. Ils sont ou pas? Ils sont pas. Ce que vous nous montrez, c'est que vous préparez en coulisses, c'est pas la même chose. Non. C'est vous qui organisez tout. C'est le parti au pouvoir qui organise tout. C'est très simple, c'est toujours simple d'accuser celui qui détient le pouvoir. C'est partout pareil, dans n'importe quelle démocratie. C'est partout. Donc c'est faux. Arrêtez de dire, il n'y a que le MPLA qui fait tout. Mais franchement, premier élément, quand on a fait le Gourne, tout le monde était dans le gouvernement. Oui ou non? Nous, Casa, on n'existait pas encore. Vous n'existez pas, mais l'unité était. Oui, il était. Bon, si on n'avait pas tendu la main à ça, on n'aurait peut-être pas l'unité nationale, que c'est qu'on a aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas autant de partis politiques qu'on a aujourd'hui. Vrai ou faux? Donc à partir de cet instant, le constat il est simple, clair et net. Vous êtes là aujourd'hui parce que le président de la République a mis les institutions en place. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reconnais, il y a un mérite que le président de la République, Eduardo, a, c'est d'avoir fait la paix. Alors, merci messieurs pour toutes ces précisions. Mais à part ça, il y a des choses qui ne vont pas. Merci monsieur Mayassi. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de Politicia. A tout de suite.